espace qui nous est offert donc, en ces temps de rentrée pour échanger, tout simplement. C'est discuter, c'est partager les points de vue pour pouvoir justement parler de ce qu'on fait, de ce qui se passe, de qui on est surtout. Avant, on disait les Noirs, les Blacks, et maintenant on parle des Afros de France, des Afropéens. Donc, au-delà de l'aspect identitaire, c'est devenu comme un phénomène de mode aussi, ce mot-là. Le nom noir ne définit pas mon identité, mais un nom par lequel je me suis identifiée, positionnée dans l'espace social et politique, et duquel j'ai tiré toute ma force. En philosophie, par exemple, les discours, les corpus se construisent essentiellement sont essentiellement eurocentrés, essentiellement portés par des hommes européens, souvent blancs, etc., bourgeois. Et utiliser le mot afro pour parler de, philosophie africana ou penser les philosophie afro-diasporique, etc., ça permet avant tout de recentrer le discours et de proposer des contre-discours épistémiques, en fait, qui sont essentiellement politiques. Donc moi, le terme afro, si je l'emploie, c'est essentiellement d'une manière politique. Les afro-déclinaisons qui s'inscrivent très souvent dans des postures beaucoup plus identitaires et culturelles ne peuvent s'épanouir que si le cadre sociopolitique et économique est, je dirais, abouti. Et cet aboutissement, il ne peut être le résultat que de luttes sociales, que de luttes politiques, que le panafricanisme peut porter. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision politique inspirée du panafricanisme, mais c'est très compliqué d'avoir une vision politique inspirée de l'afropéanité, de l'afropolitanisme ou même de l'afrofuturisme. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur le continent, ce sont des évolutions très rapides. C'est la révolution numérique qui arrive. Tout le monde commence à avoir des téléphones, généralement des Android, par exemple au Bénin. Mais on voit que la révolution numérique, les modifications économiques, l'urbanisation accélérée, etc., sont des changements qui interviennent. Et pour moi, ces changements demandent de nouvelles pensées, de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes, de nouvelles visions. Et je pense que la création contemporaine permet d'incarner, ou en tout cas de dessiner ou d'esquisser des directions qui peuvent être utiles dans d'autres champs, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique, etc. Les identités afro-diasporiques, donc c'est évidemment cette question de l'identité qui est une question qu'on se pose constamment, nous qui se revendiquons afro-descendants ou africains, puisque ça traduit aussi cette lutte en tout cas pour trouver sa juste place dans cette société où on vit, en l'occurrence la société française. Et en action, c'est bien d'insister sur les initiatives qui ont l'air d'avoir du sens en tout cas, et que ce soit par la cuisine, que ce soit par les arts, tout ça c'est de l'entrepreneuriat, tout ça c'est de l'action, et les actes restent plus que les mots. On doit véritablement parler de cuisine africaine. L'Afrique est un continent, mais moi j'aborde un terme qui est beaucoup plus explicite à mon idée, c'est de la cuisine afro-continentale. Parce qu'on arrive à avoir la sensibilité de pouvoir penser dans un terme comme celui-là qu'il y a une multitude de pays et que chaque pays a une gastronomie particulière. Comme on parle de la gastronomie française ou la gastronomie d'un autre pays, afro-continentale, on comprend donc qu'on peut parler donc à ce moment de la gastronomie camerounaise, mais aussi, on peut aussi appeler ça d'une manière pas générique, mais une manière d'assemblage, gastronomie africaine. Et je pense que c'est vraiment très important pour beaucoup d'Africains, que ce soit à travers les savoir-faire, de labelliser, parce que si on ne labellise pas, ça ne nous appartient pas. On est dans des circuits économiques très importants et puissants qui font qu'aujourd'hui, quelqu'un peut arriver en Côte d'Ivoire et labelliser la téké, et finalement, si la téké n'est pas protégée avec une donnée territoriale, un Chinois peut faire de la téké. Parce que nous, les Africains, nous n'avons pas labellisé ce que nous faisons. On n'a pas mis d'appellation d'origine contrôlée sur ce que nous faisons. Et ce travail-là, il est quasi incontournable. Les temps forts, donc, par rapport à l'actualité, donc Tennessee Courts, bien sûr, et là, on a rarement l'occasion de partager les points de vue entre différents noirs de différents espaces, puisque nous, on a notre réalité et les Nord-Américains ont leur réalité. Donc là, on avait quelqu'un qui est né, qui a grandi, qui évolue dans cette réalité-là, qui a pu échanger avec Abdelmalik, Faisal Abdelmalik, qui est quelqu'un qui est issu des banlieues, comme les amis
dire, mais qui est un artiste avant tout, un artiste brillant. Et donc il pouvait raconter son expérience à lui face à celle de Ta-Nehisi Coates et voir les points communs et voir la force. C'était vraiment un moment passionnant et émouvant. Ce que tu écris, même si tu parles des États-Unis, de ta vie, de Malcolm X, du hip-hop américain, ça a un impact sur nous. Les premiers ouvrages plus jeunes que j'ai pu lire, d'Aimé Césaire, Chiran Diop, tout ça, c'est la petite présence africaine. C'est la raison pour laquelle j'ai publié le livre. Oui, ça c'est la raison parce qu'en fait mon père, il connaît les présences africaines parce qu'il a fondé une maison d'édition aussi. L'inspiration de la présence africaine est très grande pour les Afro-Américains qui ont des livres, qui vendent leurs livres. Mais ce qu'on devrait retenir et qui n'est pas coutume, je dirais, c'est le rassemblement de plusieurs générations qui n'ont rien à voir entre elles et de noirs de plusieurs milieux. Donc on avait aussi bien des jeunes étudiants que des jeunes travailleurs, on avait des professeurs qui étaient plus vieux, on a eu des militants de la première heure, d'autres gens aussi qui ont une autre façon de militer. C'est vraiment une diversité des profils et des parcours.